Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes, c'est dimanche en politique. 2 chiffres et un paradoxe. Le premier, c'est 12%, c'est le taux de chômage dans notre région, la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le deuxième, 25 000 emplois non pourvus dans la même région, la nôtre. Et voilà le paradoxe. Manque de soudeurs, de chaudronniers, de spécialistes de la fibre optique. Comment expliquer ce taux de chômage important face à des milliers d'emplois non pourvus, les filières de l'apprentissage ou de la formation professionnelle qui répondent particulièrement bien au retour à l'emploi sont-elles boudées, voire mal connues? C'est le thème de Dimanche en politique aujourd'hui depuis le village AFPA de la Treille. Nous sommes ici dans la cité phocéenne. L'apprentissage, on vient de le dire, est donc très souvent une garantie d'avoir un emploi, de décrocher un diplôme tout en intégrant une entreprise. Exemple, chez Airbus Hélicoptère, c'est pas rien, avec ce reportage de Valérie Smadja et de Marie-Agnès Pellerin. Victoria, 19 ans, médaille d'or au concours Meilleur apprenti de France. C'est la première fille à recevoir cette distinction au niveau national. J'ai loupé mon bac. Je me suis réorientée donc en bac pro en alternance pour avoir un pied dans l'entreprise, dans le monde du travail et pouvoir mettre quelque chose sur le métier. Ce qui est important, c'est que ces jeunes, à la fin de leur apprentissage, aiment le métier. Donc pour y arriver, il faut leur mettre des bases, des fondations qui soient solides. Ces fondations-là, elles passent automatiquement par ce pôle d'apprentissage qui a des machines conventionnelles et ensuite qui a des machines aussi plus performantes. Ils sont ensuite très vite opérationnels sur les meilleurs plateaux techniques. Mais le secteur n'attire pas, il manque des candidats pour les métiers sur machine-outils. Le contrat d'apprentissage est possible jusqu'à 26 ou 30 ans, selon les régions. L'élève rémunéré durant sa formation est diplômé en fin de cursus. Conséquence, après ce cursus, généralement 85% des élèves trouvent un emploi. Une combinaison gagnante pour l'entreprise et l'élève apprenti. Voilà, on retrouve nos premiers invités. Jean-Marie Quintard, bonjour, vous êtes le directeur régional de l'AFPA. Merci à vous de nous accueillir un peu chez vous. Ici, nous sommes dans l'atelier chaudronnerie du village de la Treille. Stéphane N, bonjour, vous êtes délégué régional PACA et Corse pour les Compagnons du Devoir. On est vraiment ravis de vous avoir également sur ce plateau. Je voudrais qu'on revienne sur les chiffres annoncés dans le reportage de Valérie Smadja que l'on vient de voir. À peu près 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de leur formation. Est-ce qu'au niveau des adultes à l'AFPA, parce qu'ici on forme essentiellement des adultes, on est dans ces mêmes chiffres-là, ce qui est considérable, hein, 80% à peu près. Oui, sur ces chiffres, on est à peu près globalement sur les mêmes niveaux, entre 66 et 80% de placement à l'issue des formations dans les 6 mois, tout dépend des spécialisations. Néanmoins, vous avez annoncé quelques chiffres, mais on a quand même aussi 70 000 jeunes non insérés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qu'il y a énormément de moyens à mobiliser aussi pour les accompagner en termes de formation vers l'emploi, sauf qu'il y a quand même énormément de dispositifs qui travaillent de façon un peu cloisonnée, et de façon un peu en tuyau d'orgue, j'ai envie de dire, et que l'esprit de vouloir ouvrir nos centres et d'annoncer ça comme un village, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs, et c'est aussi ce qu'on fait avec Stéphane sur des logiques de partenariat. C'est vrai qu'au niveau de l'apprentissage, il y a plein de structures qui proposent des formations professionnelles, les CFA, les lycées pro, enfin on a l'impression qu'il y a plein de structures et ça a l'air peu lisible. Est-ce que voilà, il faut rationaliser tout ça ? Effectivement, à ce jour, avec l'AFPA, nous sommes plutôt en train d'élaborer, si vous voulez, un processus de pouvoir proposer à chaque jeune un projet du départ jusqu'à la fin, puisque nous sommes, nous, les compagnons de devoir, sollicités par des entreprises, par des groupements d'entreprises, et nous n'avons pas de jeunes à proposer, en fin de compte, à l'ensemble des embauches qui peuvent être promues, si vous voulez, ou orientées sur les bassins d'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'où l'intérêt de nos rapprochements aujourd'hui, où on peut faire des classes préparatoires, proposer, mettre une rupture, si vous voulez, dans leur projet professionnel et de créer ensemble une évolution diplômante et en même temps une insertion au sein des entreprises. Même question à tous les deux, mais évidemment l'histoire des compagnons est différente de celle de l'AFPA, mais est-ce que vous évoluez à l'évolution des métiers? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des filières comme ça régulièrement qui viennent ici à l'AFPA parce qu'aujourd'hui la demande l'exige?
Ça, c'est quasiment de façon permanente. Vous avez évoqué tout à l'heure la filière de la fibre optique. Donc très tôt, ces dispositifs, nous sommes aujourd'hui le seul établissement avec le label Objectif Fibre sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui nous permet de délivrer le fameux CQP FTTH, qui permet d'amener la fibre à la maison. Et donc aujourd'hui, avec d'autres partenaires comme la Fondation d'Auteuil, mais aussi les fondations en formation du travail temporaire, avec Orange, avec d'autres opérateurs de formation, on est un peu les têtes de file, les chefs de file sur les métiers de la fibre. Et c'est un peu une évolution, une révolution pour nous de travailler sur ces nouveaux champs et ces nouvelles niches de formation. Stéphane, que reste-t-il des compagnons du devoir, des premiers compagnons, ceux qui ont bâti le temple de Salomon 10 siècles avant Jésus-Christ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le temple de Salomon, il est loin derrière nous. Aujourd'hui, il est plutôt de dire qu'il est vrai, notre cheval de bataille, c'est le Tour de France. Et celui-là, il va rester à nous. Et la mobilité est très importante, que ça soit comme courte ou longue. Comme les bâtisseurs qui passaient d'une construction de cathédrale à une autre. Et notre potentiel d'accueillir les jeunes au niveau national. Mais en amont, il faut vraiment qu'on puisse, nous, aujourd'hui, trouver la solution de préparer des projets, de permettre, si vous voulez, d'intégrer nos filières à nous beaucoup plus logiquement. Industrie, métallurgie, ça, évidemment, ça n'existait pas à l'époque du père Soubise et du roi Salomon. Métier du vivant, métier du bâtiment, métier du goût, et j'en passe, vous êtes pluridisciplinaire. Non, c'est les métiers qui ont évolué. Par exemple, si on prend le charron qui a évolué carrossier, qui est aujourd'hui sur la résine et qui va toucher différents métiers, si vous voulez, par exemple, le naval, l'aérospatial, l'automobile de demain, beaucoup plus légère et beaucoup plus innovante. Les compagnons du devoir sont, au travers des instituts aussi, des précurseurs et des innovants et auprès de toutes les branches, dans le but de faire évoluer l'ensemble des technicités et d'où l'intérêt de nous rapprocher de différents centres de formation parce qu'il y a des idées qui émergent dans tous les sens du terme et qui nous permettent d'évoluer dans le sujet. La phase, je le disais tout à l'heure au début de cette interview, c'est réservé aux adultes. Quels sont, enfin essentiellement aux adultes, quels sont les profils des adultes, de jeunes adultes, qui viennent ici suivre une formation? Ce sont essentiellement des chômeurs longue durée? Alors, il y a à peu près sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand on prend un peu les statistiques, 50% de jeunes adultes, puisque quand même maintenant on démarre plutôt les formations à 17 ans et sur des profils qui vont parfois jusqu'à 55 ans sur des logiques de reconversion. Mais dans nos centres, globalement, on a à peu près sur les 15 000 personnes qui passent ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la moitié de salariés. En reconversion ou en évolution professionnelle aussi sollicités ou envoyés par leur propre employeur que de demandeurs d'emploi. Donc les deux types de profils à part égale à peu près dans l'ensemble de nos centres de formation. On peut s'engager dans la filière compagnon à partir de 15 ans, c'est bien ça, poursuivre des études universitaires. D'ailleurs, c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que beaucoup de compagnons conjuguent avec une formation universitaire, histoire d'avoir un diplôme. L'idée d'avoir un diplôme universitaire, ça fait aussi partie du panel que vous proposez? Effectivement, aujourd'hui, on a différentes entrées. On a l'apprentissage à l'âge de 15 ans, mais on a aussi les prépas métiers ou l'apprentissage en immersion en entreprise avec un bac, dans une reconversion, dans le développement de son projet sur un métier. Et après, on va sur les BTS, sur les TUST, les licences et les masters pour répondre aujourd'hui à une demande de bureaux d'études, d'ingénieurs dans certains matériaux et sur l'implication, si vous voulez, de grands chantiers internationaux. L'esprit est toujours le prolongement de la main. Jamais, c'est un peu la devise des compagnons. C'est Aristote qui disait ça. Il faut espérer que ça continue. C'est souvent des filières qui sont pas très connues, mais qui sont souvent considérées comme des voies de garage. Là aussi, il y a un discours à faire évoluer. Ça, c'est effectivement, quand vous évoquez tout à l'heure les difficultés de recrutement pour les employeurs, on a les mêmes sujets, nous, en amont, pour sourcer et trouver les stagiaires qui viennent en formation. Donc c'est vrai ça fait partie aussi de nos engagements réciproques, c'est comment on va valoriser, nous aussi, ces métiers-là, avec l'aide des branches professionnelles, des entreprises. Il faut vraiment que tout le monde puisse jouer le jeu. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Exemple de cet état d'esprit très particulier qui anime les compagnons, où l'excellence et la transmission sont érigées véritablement en mode de vie, avec cet extrait d'un reportage réalisé par Laure Bolmont et Laurent Esnault. Merci beaucoup. Dylan est couvreur et prépare le concours de meilleur apprenti de France. Déçu par les formations classiques, il a trouvé sa voie chez les compagnons grâce à un enseignement différent. On nous montre une fois, on nous fait participer et on nous corrige
et on nous refait faire pour que ce qu'on a fait, ça soit meilleur. C'est pas du tout les mêmes sensations que j'ai eues lorsque j'étais au collège ou au lycée, où c'était uniquement tu dois apprendre ça, alors tu apprends ça, et puis après tu auras un contrôle, et puis après tu auras ta note au contrôle, tu sauras si tu es bon ou mauvais. Dylan reçoit la visite d'un compagnon serrurier à la retraite. Oh ben dis donc, tu bosses. C'est un principe dans la communauté. Les anciens épaulent les jeunes tout au long de leur apprentissage. Ils rentrent dans le monde des adultes, donc avec quelques codes à intégrer. La Maison des Compagnons accueille à Marseille 140 résidents à l'année. Les jeunes s'y retrouvent le temps des repas et le week-end. Pas de télévision ni de jeux vidéo, au programme des échanges et du partage. Voilà, continuons à cheminer au milieu de l'atelier chaudronnerie du village AFPA de la Treille à Marseille avec Laurent Laïc. Bonjour, vous êtes président de la VARAP. C'est quoi la VARAP? La VARAP, c'est rien à voir avec l'escalade. Hein. Ah non, absolument bon. pas, mais c'est un groupe d'entreprises d'insertion qui est national et donc qui est né à Marseille. Et vous êtes installé ici, juste à côté, avec du reconditionnement de conteneurs, entre autres. Hein. Voilà, donc on a fait le choix de s'installer en plein cœur du site de l'AFPA La Treille pour installer nos ateliers, à peu près 2000 m² d'ateliers, pour transformer du container maritime fin de vie, pour lui redonner vie, pour faire des logements d'urgence et des bureaux. Thierry Chaumont, bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également président de l'UIMM. PACA. L'UIM, c'est l'Union des industries et métiers, la métallurgie. Est-ce que les patrons s'engagent facilement dans l'apprentissage? Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui trouvent une formation, mais pas forcément l'entreprise qui va les accueillir et qui va leur permettre de valider finalement cette formation. Alors, si je peux me permettre de vous contredire, en réalité, dans la métallurgie, bien sûr. J'ai l'esprit de contradiction. Exactement. Dans nos centres, c'est pratiquement 90% des jeunes en alternance trouvent chaussures à leurs pieds. Donc il manque 10% quand même. Alors, il manque 10%, mais je ne suis pas forcément trop inquiet. Mais à 6 mois, 90% des jeunes ont trouvé une place dans les entreprises industrielles. Alors, vous êtes tous les deux chefs d'entreprise. Est-ce que vous trouvez la main-d'œuvre qui correspond à l'offre que vous proposez? Alors ça fait partie d'une des grandes difficultés. On a beaucoup de difficultés à trouver les collaborateurs qui viennent nous rejoindre pour travailler sur nos différents métiers. Et nous, on a la spécificité d'être une entreprise d'insertion. Et on commence à avoir des difficultés pour trouver des personnes en insertion pour venir nous rejoindre. Alors, plusieurs raisons à ça, hein, on pourra en discuter, mais un des enjeux du fait qu'on soit implanté sur ce site-là, c'est de rapprocher l'entreprise au plus près des outils de formation pour qu'après la formation, il puisse y avoir immédiatement l'emploi et qu'on n'ait pas de rupture dans le parcours. Quelque part, c'est un travail de remobilisation des personnes dès l'acte de formation jusqu'à l'entreprise et l'emploi. Thierry Chaumont. Voilà, à mon avis, il y a plusieurs... Vous peinez, vous, à trouver oui, bien sûr. de l'emploi et il n'y a pas forcément... Alors, je peine, tous les industriels peinent. Vous pourriez interroger pratiquement tous les industriels en région et vous auriez les mêmes réponses. Donc oui, c'est absolument incroyable que ça soit dans l'aéronautique, dans le naval, auprès de PMI. Donc oui, c'est un véritable challenge. Alors, il y a l'aspect un peu culturel également, c'est-à-dire que l'industrie fait un peu peur. L'industrie, c'est quelque chose qui n'est pas beau. Ça fait peur. Pourquoi, à votre avis? Parce que ce sont des métiers réputés difficiles, pas très bien payés. C'est ça qui rebute. Malheureusement, ce sont des métiers qui sont en effet réputés difficiles. On ne communique pas assez pour montrer que l'industrie a beaucoup changé. C'est-à-dire les temps modernes que l'on a connus n'ont plus rien à voir. Les métiers ont évolué, les formations ont évolué. Dans le domaine industriel, les industriels recherchent maintenant des bac plus 2, bac plus 5. Donc les niveaux de formation sont plus du tout les mêmes. Donc il y a un vrai déficit de communication. Et puis également, malheureusement, on voit, vous parliez du taux de chômage dans la région, mais ceci étant, quand on cherche des collaborateurs, hormis l'alternance, c'est un peu compliqué. Même question à tous les deux, quels sont les arguments que vous développez pour attirer des jeunes et moins jeunes pour venir travailler avec vous dans votre entreprise? Alors dans l'industrie, il y en a un certain nombre. L'un d'entre eux qui n'est pas négligeable, c'est que les métiers dans l'industrie sont plutôt mieux rémunérés que dans d'autres secteurs d'activité. Il y a une différence d'à peu près 20%. Salaire moyen, quand on démarre, par exemple, alors, je suis désolé, je n'ai pas de réponse, parce que les métiers sont tellement différents que les rémunérations sont également très variées, très diversifiées. Mais ceci étant, les niveaux de rémunération sont quand même nettement supérieurs. On voit peu de femmes, donc on essaye de beaucoup communiquer pour faire en sorte que les femmes puissent venir dans le secteur industriel. Beaucoup de communication auprès des familles, puisque culturellement, il faut revoir les choses pratiquement à l'origine. Il faudrait que
les enfants puissent entendre parler du secteur industriel en troisième dans les lycées, dans leurs familles, pour montrer que le secteur industriel a beaucoup évolué. Quels sont les arguments que vous développez pour attirer du monde chez vous? Pour bien travailler. Hein. Ben voilà, c'est tout l'enjeu. Donc nous, on a décidé d'aller vers les gens. C'est-à-dire qu'on fait le constat que le système, aujourd'hui tel qu'il est organisé, n'amène plus les personnes en difficulté d'emploi ou même tout salarié à venir vers les entreprises. Donc nous, on va les chercher. Et le fait d'être implanté sur un site AFPA fait partie de cette stratégie. Et on va présenter les métiers, on fait visiter nos entreprises, on explique qu'est-ce qu'il y a derrière le geste technique et surtout, parce que les problèmes sont techniques mais sont aussi comportementaux. Et donc on explique aussi à quoi sert un travail pour sa propre vie et se reconstruire. Alors, et donc en présentant cette dynamique-là, ça nous permet de faire un accompagnement global de la personne jusqu'à l'emploi. Alors c'est un secteur qui est en pleine évolution. Il y a une loi qui a été votée à la fin du mois de juillet qui donne plus de pouvoir aux branches. C'est une loi qui ne fait pas l'unanimité. Alors on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement compliqué, mais l'idée de donner plus de pouvoir aux branches, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment impliqués dans le monde professionnel, vous pensez que ça va dans le bon sens? Plus que de pouvoir, je vais parler d'une véritable responsabilité, c'est-à-dire que j'aurai quelques exemples des difficultés qu'ont pu avoir des branches professionnelles, comme l'UMM par exemple, de créer, d'ouvrir des sections dans des formations qui nous paraissent intéressantes pour les industriels. Nous sommes dans un centre AFPA, nous avons nous-mêmes, UMM, un centre de formation pour apprentis dans l'industrie qui est basé à Istres, avec 1 millier d'alternants. Et donc les formations, quand nous les montons avec les industriels. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du taux d'insertion. Donc les métiers qui sont liés à quel métier, par exemple? Qui sont liés à l'aéronautique, évidemment, le naval. Alors, tous les métiers qui sont ici, ça paraît paradoxal, mais le soudage, le fraisage, la production, mais pas que, puisque vous avez des métiers dans le domaine du numérique, du digital, de l'informatique, au sens large. Donc, tous les métiers sont touchés. Tertiaire également. Alors, très rapidement, les jeunes que vous recrutez, c'est tout de suite en CDI, enfin c'est CDD, et après ça se transforme en CDI, c'est-à-dire un emploi pérenne? Nous, on est à la fois sur du CDI et sur du CDD, et on traite, et c'est pour ça que cette réforme va dans le bon sens, tout à la fois la question de l'emploi, de la formation et de l'accompagnement, puisque aujourd'hui, pour rendre autonomes les personnes face aux défis de l'emploi que l'on a, il faut marier ces trois aspects-là pour que ça fonctionne. Et donc, en fonction de notre croissance, on garde les personnes en CDI dans nos entreprises, mais le principe même de l'entreprise d'insertion, c'est justement de préparer les gens à tenir des standards pour qu'ils puissent aller travailler dans les entreprises, notamment de mon voisin, et pour que les choses se passent bien et que les gens puissent être autonomes. Merci beaucoup. Je vais vous prendre les micros et on va retrouver deux stagiaires qui sont en continu. Voilà, on vous fait visiter en même temps cet immense atelier chaudronnerie de l'AFPA à La Treille. Rokia Chaïb Edour, voilà, je vous donne un petit micro, et Mounir Nawar. Merci à tous les deux. Quelle est votre histoire à vous, Rokia? D'abord, bonjour, je m'appelle Rokia, j'habite à Marseille. Ça fait des années que je travaille le service aide à domicile et je suis au chômage. Vous êtes au chômage depuis longtemps? 2 mois. Oui, et ça fait 3 ans que je veux réaliser mon projet, être chauffeur de bus. Chauffeur de bus. Chauffeur de bus. Bon. Le métier que je souhaite le faire. Et ma conseillère à Pôle emploi. Donc ça part de Pôle emploi. C'est votre conseillère à Pôle emploi qui vous dit tu devrais peut-être suivre, devriez peut-être suivre une formation. Voilà, et c'est pour ça que m'a pensé que mon projet n'est pas réalisable. C'est pour ça qu'on m'a inscrit à la 2 positions prête à compétences. Et de là, je travaille avec l'équipe de AFPA. Et grâce à eux, j'ai rencontré... Permis, poids lourd, etc. Et aujourd'hui, vous avez du travail? Non, pour l'instant, oui. Non. Bon, donc il reste la dernière étape à franchir. Voilà. Et de là, je fais, comment ça s'appelle, la remise à niveau. Voilà. Et vous êtes contente? Oui. Bon, en tout cas, vous avez le sourire. Mounir, vous êtes chef de chantier à la SNEF. Comment s'est passé? Vous aussi, vous étiez en période de chomage. Voilà, c'est une situation un peu délicate à gérer. Racontez-nous votre parcours. Tout est parti de Pôle emploi. Donc, ça a commencé par Pôle emploi. Pareil, c'est la conseillère qui nous a proposé une porte ouverte ici au centre AFPA. Et du coup, je suis venu ici. On nous a parlé un peu de la fibre optique, ce que c'était.
c'était un métier du coup qui est un métier d'avenir, un métier qui est porteur, quoi. Et suite à cela, on a dû passer par un SAS à l'école de la seconde chance à Marseille. Oui, très bien, dans les quartiers nord, à Saint-Louis. À Saint-Louis, c'est bien ça, c'est ça, les anciens abattoirs. Et du coup, donc on a fait un SAS on était une quinzaine à faire un SAS à l'école de la seconde chance à Marseille pendant 5 semaines. Et du coup, il y a eu une présélection durant ces 5 semaines. Suite à cela, on a pu intégrer on était entre 12 et 14 à avoir réussi à le SAS et pouvoir du coup intégrer ici le centre AFPA. Donc après formation à l'AFPA, qui a duré combien? À peu près 4 mois. 4 mois, et une fois que la formation a été terminée, vous vous êtes retrouvé sur le marché de l'emploi. C'est cela. Et là, ça a été très rapide pour trouver un emploi. J'ai terminé ma formation un vendredi, j'ai commencé à travailler le lundi d'après. Donc, donc vous êtes resté une semaine, quoi. Voilà, même pas. Je suis resté le temps du week-end et j'ai enchaîné direct. J'ai du mal à comprendre la liaison finalement entre la fibre optique et le fait que vous soyez aujourd'hui chef de chantier. Toujours dans la fibre. D'accord, toujours dans la fibre. C'est dans la fibre optique. Donc concrètement, votre métier, c'est quoi aujourd'hui? Vous faites quoi? Alors on fait du déploiement de fibre optique. Ça part de zéro, quoi. Du coup, que ça soit en souterrain ou en aérien, on déploie la fibre optique. Et du coup, on a des équipes qui la tirent, qui la déploient, et d'autres équipes qui la raccordent pour que ça... Fin du stage le vendredi d'après, pas celui qui suit, mais une semaine après. J'ai terminé le lundi d'après. Un emploi trouvé, ce qui est absolument formidable. Vous en êtes où? Vous avez déposé des dossiers, Rokia, dans diverses... J'ai passé les tests et maintenant j'ai à la ECF. Et j'ai inscrit à la formation titre professionnel. Conducteur de bus, et ça marche. Bon, maintenant vous attendez d'être recruté par une entreprise. Quelle est votre perspective d'évolution? Vous avez déjà un plan de carrière ou vous laissez venir les choses? Non, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution aujourd'hui, c'est un métier d'avenir, donc j'espère au fil du temps pouvoir évoluer dans ce métier. Et voilà, que le meilleur, quoi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous faire partager votre expérience. Méconnue, pas reconnue, considérée comme des voies de garage ou pour des élèves qui sont en situation d'échec. C'est ce qui ressort de vos commentaires, puisque nous sommes allés dans la rue et puis nous vous avons clairement demandé si vous pensiez que les filières liées à l'apprentissage étaient valorisées ou pas. Voici vos réponses. Ce sont nos paroles de citoyens. L'apprentissage vous semble-t-il valorisé? Alors pour moi, il était hors de question d'aller en pro. Après, il fallait que je fasse ce que je voulais, ce que j'aimais. Mais l'enseignement général et le lycée général, j'ai été plus conviée par mes parents et par les professeurs. Les métiers du tourisme, les métiers de bouche, oui, mais pas les métiers manuels. Voilà. Qui sont plutôt dépréciés. Je trouve que ceux qui vont en apprentissage sont souvent moqués, mais au final, à la sortie de leur cursus, ils ont plus facilement un métier que ceux qui vont en école supérieure, qui galèrent plus à en trouver un après. Moi j'étais artisan et les métiers manuels, tout ce qui est artisanat, n'est pas valorisé. Alors qu'en fait on aurait beaucoup, vraiment besoin d'apprentis dans ces métiers, mais bon, voilà, c'est compliqué. Yannick Chenevard nous a rejoint. Bonjour monsieur, vous êtes vice-président du conseil régional en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, je vais y arriver, et de l'apprentissage. Votre réaction sur ce qu'on vient d'entendre. On a le sentiment malgré tout qu'il y a un déficit culturel en France au niveau de l'apprentissage. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, et quelle anomalie! Quelle anomalie de penser que cette voie, qui est une voie d'exception, qui permet, et nous sommes ici dans un atelier, et qu'est-ce qu'un atelier sinon un lieu où on transforme la matière? Absolument. Et quelle hérésie de penser globalement que celui qui rentre en formation par l'apprentissage n'est pas lui aussi quelqu'un dont la matière va être transformée. Et l'apprentissage, c'est l'accès au travail garanti, c'est l'accès à la dignité par le travail, et puis c'est un véritable équilibre
entre l'esprit qui est bien formé, parce que quand on a un maître d'apprentissage, quand on est bien formé, on a forcément un bel esprit, et le geste qu'on a appris à faire. La main est le prolongement de l'esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais juste un chiffre qui illustre ce déficit culturel. En France, c'est 412 000 apprentis donc dans notre pays. En Allemagne, c'est 3 fois plus. Oui, et regardez le taux de chômage des jeunes. Il est inférieur à 7 points en Allemagne, il est supérieur à 20 points en France. Et quand vous regardez les ratios entre le nombre d'apprentis formés en France et le nombre d'apprentis formés en Allemagne, vous vous dites qu'à un moment donné, en France, nous avons raté une étape. Et cette étape, effectivement, il ne faut plus la rater. Il y a un certain nombre de marches qu'il faut monter, il y a un certain nombre de degrés qu'il faut franchir. Et l'apprentissage, c'est une clé. Et on ne dit pas assez souvent d'ailleurs que l'apprentissage touche tous les niveaux de formation, de l'ingénieur au kiné, en passant par le charcutier, l'ébéniste, le chaudronnier ou le soudeur. Mais peut-être mieux communiquer sur la noblesse de ces métiers. Là aussi, il y a peut-être un effort à faire, parce que les gens ont le sentiment, enfin je pense aux parents, qui de façon sans enthousiasme décident d'aiguiller leurs enfants vers des filières de très mauvaises habitudes d'apprentissage. Dans les années 70, rentrer dans une filière d'apprentissage, ces situations d'échec, c'était noble. mal vu. Oui, dans les années 70, c'était noble. Et puis, dans les années 80, il y a eu une espèce de manie qui a consisté à dire qu'il fallait que 80% d'une tranche d'âge soit titulaire du bac. Aujourd'hui, de toute façon, par la voie de la formation professionnelle, on peut avoir son bac et on peut faire des études supérieures jusqu'à bac plus 5, voire au-delà. Donc, en réalité, tout ça doit être gommé dans l'inconscient des parents, dans l'inconscient des prescripteurs, et je pense notamment de ceux qui font l'orientation dans l'éducation nationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les régions auront bientôt la charge de cette mission-là, et naturellement auprès des jeunes eux-mêmes. Alors, adopter à la fin du mois de juillet la loi pour la liberté de choisir son avenir bouleverse, entre autres, tout l'apprentissage. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise loi? Le président de l'UIMM disait que ça allait plutôt dans le bon sens. Quel est votre sentiment, rapidement? Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a un peu moins de 3 ans, il y avait 27 000 apprentis, il y en a 32 000 aujourd'hui. L'objectif, c'est 50 000 à la fin de la mandature. Entre septembre 2017 et septembre de cette année, on a fait plus 16%. Donc c'est pas moi, ni le président Renaud Muselier, qui va vous dire tout ce qui permet d'améliorer les conditions d'accès à l'apprentissage et la formation à l'apprentissage, concourt à améliorer cela. Et donc, nous sommes dans un espace républicain. Le législateur a voté. Les parlementaires se sont prononcés. Il y a une loi qui a été votée. Elle doit être appliquée naturellement. Et dans cet esprit-là, nous accompagnerons, dans la mesure de ce qu'il reste, aux régions en compétence sur l'apprentissage, nous accompagnerons naturellement de toute notre force parce que nous y croyons, parce que nous sommes imprégnés de cette culture de l'apprentissage et parce que naturellement l'objectif à 50 000, il doit être maintenu. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain, même adresse, même heure. Merci beaucoup de votre fidélité. Passez un très bon après-midi en notre compagnie. À dimanche. Merci de votre fidélité. Au revoir.